Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse stratégique. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un document historique absolument fascinant, la doctrine militaire du général Vo Nguyen Giap. Plus précisément, on va décortiquer son œuvre majeure sur l'édification de l'armée populaire et l'armement des masses révolutionnaires. Attention, on reste purement neutre et académique ici, l'idée c'est de comprendre l'ingénierie d'une pensée tactique d'une profondeur rare. Alors c'est parti, regardons comment tout ça fonctionne en pratique. Et pour bien démarrer, rien de tel que cette citation fondatrice. On l'attribue souvent à Ho Chi Minh, mais c'est vraiment devenu le mantra absolu dans les textes du général Giap. Chaque citoyen doit être un combattant vaillant, chaque commune, village ou quartier urbain doit être un bastion. C'est littéralement l'ADN de sa doctrine. Ce n'est pas juste une armée classique qui se bat toute seule de son côté, non. C'est l'idée d'une guerre radicale où la société entière se métamorphose en une gigantesque machine de défense et d'attaque. Le pays tout entier devient l'appareil militaire. Pour garder le cap dans cette théorie assez dense, notre exploration va suivre 6 étapes clés. D'abord, la double force militaire. Ensuite, on verra les traditions martiales du Vietnam. Puis, les fondements marxistes-léninistes. Après ça, on regardera l'épreuve des guerres modernes, le système des 3 catégories de troupes, et on finira sur un principe fondamental, l'homme avant la machine. Allez, on commence tout de suite avec notre première section, la double force militaire. C'est la thèse centrale de tout le système. L'équilibre qui est proposé ici, c'est un véritable tour de force conceptuel. D'un côté, on a les forces armées des masses. En gros, c'est la population civile, armée de façon massive et complètement décentralisée. De l'autre, on a l'armée régulière. La doctrine de Giap exige, et c'est absolument crucial, une fusion totale des deux. L'armée régulière, c'est la colonne vertébrale. Elle est très mobile, elle peut se frapper extrêmement fort à un endroit précis, et pendant ce temps-là, les masses armées agissent un peu comme un filet géant, omniprésent, qui va harceler l'adversaire sans relâche et lui enlever tout refuge possible. L'idée, c'est d'être partout et nulle part à la fois. L'un ne va pas sans l'autre. Avoir une armée sans le peuple, ou un peuple sans armée structurée, eh bien ça ferait tout simplement s'effondrer le système. Ce qui nous amène à la section 2, les traditions martiales du Vietnam. Parce que oui, pour bien comprendre ce système très sophistiqué du XXe siècle, il faut inévitablement plonger dans ses racines historiques. Tout le contexte de l'époque se résume à une question finalement très simple, mais vertigineuse. Comment une petite nation, principalement agricole, peut-elle espérer vaincre de vastes empires ? C'est l'éternelle histoire de David contre Goliath. Face à des superpuissances, avec des territoires immenses, des armées massives et des ressources logistiques quasi illimitées, il fallait trouver une riposte totalement asymétrique, sans quoi l'issue aurait été l'effacement pur et simple de la carte. Il fallait inventer une façon de se battre où le désavantage matériel initial pouvait être compensé. Et cette riposte, on la voit se dessiner de façon brillante tout au long de l'histoire militaire du pays. À chaque crise existentielle, c'est la nation entière qui se mobilise. Tenez, au XIIIe siècle par exemple, face aux Mongols qui possédaient carrément la cavalerie la plus redoutable du monde, on théorise déjà formellement la jonction des forces de tout le peuple. Plus tard, au XVe siècle, pendant le soulèvement de l'Hameçon, on voit des forces paysannes utiliser des bannières de bambou, la nature elle-même devenait une arme. Et puis au XVIIIe siècle, l'armée de Tay Son démarre comme une modeste insurrection de cultivateurs pour se transformer en une véritable machine de guerre nationale hyper organisée. Bref, la doctrine de Giap ne sort pas de nulle part par magie, elle exploite une mémoire martiale collective forgée dans le sang. Passons à la section 3, les fondements marxistes-léninistes, ou comment on a posé un tout nouveau cadre théorique moderne sur ces traditions populaires anciennes. Quand on lit les textes sources, on tombe très abondamment sur le concept de violence révolutionnaire. Et dans la logique purement stratégique de Giap, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, c'est tout simplement la combinaison orchestrée des forces politiques de la population avec les forces armées dans le but de renverser un pouvoir colonial ou impérialiste en place. C'est un changement de paradigme massif. L'objectif militaire, ce n'est plus juste de chasser un occupant pour remettre un ancien monarque sur le trône, non. Le but, c'est d'utiliser la violence de l'affrontement pour provoquer un changement structurel de l'État et créer une toute nouvelle réalité politique. C'est ici qu'on observe la vraie rupture avec les insurrections féodales du passé. Historiquement, les armées finissaient souvent par s'effondrer de l'intérieur parce que les paysans envoyés au front n'avaient absolument aucun intérêt commun avec les seigneurs qui les commandaient. La nouvelle doctrine théorise donc une organisation de type nouveau pour éliminer ce problème. Ça repose sur des éléments très spécifiques, une stricte alliance entre ouvriers et paysans, une forte conscience de classe et surtout la direction hyper centralisée d'un parti d'avant-garde. Résultat, une identité d'objectif totale entre l'armée et les civils. Fini les frictions internes, l'armée devient littéralement le peuple en armes. On en arrive à la section 4, l'épreuve des guerres modernes, l'application pratique sur le terrain face au chaos du XXe siècle.
Cette chronologie, elle est fascinante parce qu'elle cartographie une évolution à une vitesse absolument fulgurante. Pensez-y un instant. Dans les années 30, on commence avec les soviets de Nguétine, de petites milices paysannes avec des outils de fortune et 3 vieux fusils. Puis, c'est la révolution de 45. Ensuite vient la résistance anti-française, où, fait logistique incroyable, cette armée populaire réussit à hisser de l'artillerie lourde en pleine jungle pour remporter la victoire décisive de Dien Bien Phu. Et dans les années 60 et 70, on passe à une guerre de très haute intensité contre l'infrastructure américaine. En quelques décennies, l'institution militaire passe de la petite infanterie asymétrique à l'utilisation coordonnée de complexes de missiles anti-aériens pour abattre des bombardiers. Le tout en gardant l'armement décentralisé des civils bien actifs sur le terrain. Et s'il y a une année charnière dans les sources, c'est 1945, l'année de la Révolution d'août. C'est vraiment le test grandeur nature fondateur de cette méthode combinée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, profitant de la désorganisation tactique des Japonais, une armée de libération encore modeste en taille a été épaulée par un immense soulèvement politique des masses. En quelques jours à peine, ils ont pris le pouvoir étatique. C'est fascinant parce que l'armée n'a pas gagné seule par la force brute. Elle a servi de force de frappe ciblée, mais c'est le véritable raz-de-marée politique des zones urbaines et rurales qui a étouffé l'adversaire et dicté la victoire. Ce qui nous mène directement à la section 5, 3 catégories de troupes, ou le fameux système à 3 niveaux. Tout l'effort de guerre est structuré à travers 3 niveaux d'intervention bien distincts, conçus pour maximiser l'effort de guerre en continu. Tout en haut, à l'échelle de la nation, on a l'armée régulière. Ce sont des divisions très mobiles, lourdement équipées, dédiées aux grandes offensives stratégiques. Ensuite, juste en dessous, on a les forces régionales, très mobiles elles aussi, mais confinées à l'échelle d'une seule province, comme un point de fer prêt à écraser les incursions ennemies localement. Et à la base, la milice et l'autodéfense, des troupes totalement stationnaires, ancrées dans chaque village ou usine, qui garantissent un harcèlement constant et une logistique littéralement inépuisable. C'est là que la fameuse combinaison dialectique, expliquée par Giap, prend tout son sens. Ce système est un véritable organisme vivant. La milice, qui est massive, renforce directement les forces régionales, qui elles-mêmes servent de réservoir d'expérience pour alimenter l'armée régulière. Pour une armée étrangère conventionnelle, c'était un cauchemar absolu sur le plan tactique. Il n'y a pas de ligne de front, pas d'arrière-garde sécurisée pour se reposer. L'adversaire devait évoluer dans un espace fantôme, constamment obligé de disperser ses troupes pour tenter de pacifier un territoire profondément hostile, ce qui l'empêchait de les concentrer pour attaquer fort. Et on arrive à notre dernière étape, la section 6, l'homme avant la machine. La grande conclusion philosophique de tout ça. Le contraste qu'on observe ici entre les deux visions de la guerre moderne est saisissant. D'un côté, on a un investissement inconditionnel dans le facteur humain, à la formation politique et le moral. De l'autre, on a la doctrine de la puissance de feu écrasante et de l'innovation technologique absolue. Face à des campagnes de bombardement massifs et une industrie militaire géante, la doctrine de Giap misait systématiquement sur une conscience idéologique inébranlable pour compenser le déficit matériel. Mais attention, l'idée n'était surtout pas de rejeter la technologie. L'équipement était récupéré et modernisé dès que possible. La règle d'or, c'était simplement que cette modernisation ne devait jamais remplacer la détermination de ceux qui maniaient l'arme. L'outil ne prime pas sur la volonté. Cet esprit, il est parfaitement cristallisé par cette phrase définitive attribuée au général Giap. Les armes sont un facteur très important, mais les hommes sont le facteur déterminant. L'analyse de ces travaux montre de façon implacable que l'outil militaire, aussi sophistiqué, cher ou dévastateur soit-il, il perd absolument toute son utilité stratégique si les soldats au front et la population à l'arrière ne croient pas, de manière absolue et organique, en la cause qu'ils défendent. Ce qui laisse forcément une question ouverte majeure, d'une portée historique immense, pour conclure cette étude. La supériorité technologique peut-elle un jour vaincre une volonté politique absolue ? C'est véritablement le cœur brûlant de la guerre asymétrique qu'on a explorée aujourd'hui. Il est intellectuellement fascinant de voir comment l'histoire, et même nos conflits contemporains, continuent d'être profondément façonnés par cette dynamique entre la matière et l'esprit. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie, et à très bientôt pour la prochaine.